avez considéré comme étant politique? En juillet 72, lorsque je me suis mariée, je n'étais pas une personne tellement politisée. Et quand on se marie, à cette époque-là, lorsqu'on se mariait, il fallait faire le transfert de toute la papeterie d'identification, telle l'assurance sociale, aux soins de services médicaux, et pour que le foyer soit fondé. Et j'ai tout à fait rempli le règlement. Quelques semaines plus tard au travail, je travaillais dans une bibliothèque universitaire à ce moment-là et on recevait beaucoup d'appels pour des étudiants et étudiantes en cours d'été. Et j'ai reçu un appel pour une Mrs. Gagnon. Alors j'ai laissé l'appareil et je suis sortie dans la salle et j'ai demandé « Est-ce qu'il y a ici une Madame Gagnon? » Et les gens me regardaient, non, non. Un des co-employés me dit « Mais c'est peut-être toi, c'est toi ça! » J'ai dit « Jamais, je ne suis pas Mrs. Gagnon, je suis Michel Lechimaudière. Je me suis mariée à 21 ans, ça faisait 21 ans et demi que je portais ce nom-là. C'était totalement absurde que je prenne le nom de quelqu'un d'autre. Et je me suis réveillée, j'ai dit « Non, écoute, ça ne marchera pas. » Alors, on a fait un compromis et j'ai maintenu les deux noms, qui est très fatigant parce que ça nécessite un plus long espace sur le compte chèque. Lorsque j'ai pris mon permis de conduire 2 ans plus tard, les gens me disaient des choses comme c'est trop long pour que le nom rentre à l'ordinateur. Quand j'encaissais des chèques, on me disait mais écoute, il n'y a pas personne au monde qui a 2 noms, ça ne marche pas cette affaire-là. Mais il y a moins en moins de problèmes. Il y a toujours des gens qui veulent être comiques, puis c'est un peu moins la comédie que la réalité quand ils me disent pourquoi tu as gardé ton nom? Et quand c'est des hommes, je leur pose la question, est-ce que toi, tu aurais laissé tomber ton nom en t'épousant? Ils disent toujours non. Alors, ça ne marcherait pas pour eux, pourquoi ça marcherait pour moi? Et évidemment, c'est toujours une éducation qu'on fait, qu'on se refait, on reprend nos mêmes principes, puis on les énonce aux autres, et les gens viennent accepter. Dites-moi, Michel, vous avez cofondé ou coformé un comité de parents à Lorette. Qu'est-ce qui vous a poussé à en former un? Mon enfant est entré dans le système scolaire en 1980. Il était en maternelle et moi j'attendais mon 3e enfant, alors je ne m'impliquais pas trop dans la politique scolaire. Le système des écoles françaises au Manitoba est un point très épineux, on n'en finira jamais d'en parler. Mais en octobre 81, il y a eu une élection partielle dans notre arrondissement dans la Seine, dans le quartier numéro 3 à Lorette et Deschênes. Et les candidats à ce moment-là ont sorti une lettre qui affichait de la ségrégation dans les écoles de Lorette et des Deschênes. C'était tout à fait un mensonge et une mésaventure. Certains des parents m'ont appelé et m'ont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire? » Ils étaient enragés, frustrés. On n'avait pas de canal, un champ d'activité, un plan d'action établi. Et on s'est mis en contact avec les gens de la Fédération des comités de parents. Quelques semaines plus tard, on a reçu M. Bédard et M. Laurentiel qui sont venus nous expliquer comment former, pourquoi avoir un comité. Et à ce moment-là, nous avons formé un comité de parents. Il ne faut pas que je prenne toute la responsabilité pour ça parce qu'on était 6 ou 7 femmes qui ont cofondé le comité. C'était une initiative de coopération. Et ces femmes-là se sont éveillées à ce moment-là. Il a fallu suivre des rencontres à la commission scolaire pour se débattre pour l'école régionale à Deschênes. Et ça a été un réveil politique pour beaucoup d'entre nous. Vous terminez votre mandat présentement à la Fédération provinciale des comités de parents à titre de conseillère et vous allez un peu plus loin, vous présentez à titre de présidente. Pourquoi? C'est quoi le cheminement? OK. Lorsqu'on a fondé le comité de parents à Lorette, on m'a nommée comme présidente. J'ai siégé pendant 1 an et demi. J'ai quitté la présidence en juin l'année dernière. En mars l'année dernière, j'ai été nommée et acceptée comme conseillère à la FPCP. Cette année, on m'a approché à savoir si j'étais intéressée dans la présidence. Je comptais faire au moins une autre année sur l'exécutif avant de m'approcher de cette charge, mais puisqu'on m'a demandé cette année, j'ai décidé de l'accepter. Pour moi, c'est tout simplement un acheminement normal, à savoir plus d'informations, on rencontre plus de gens, on apprend plus d'expérience, on est capable de dialoguer d'autant plus. Mais je pense que si les gens me font confiance en m'approchant pour me demander à la présidence, peut-être qu'ils sentent que j'ai quelque chose à apporter.
Dites-moi, Michel, vous avez déjà posé votre candidature l'automne dernier à titre de commissaire de la division de la Seine. Comment vous avez vécu votre défaite? À ce moment-là, je me rappelle que les péquistes, eux aussi, cavalaient dans les élections partielles et qu'on faisait des farces au sujet d'une victoire morale, mais c'est précisément ce qui est arrivé pour moi. C'était une victoire morale en sorte. Évidemment, perdre au scrutin, c'est toujours un peu, ça fait un peu de peine, mais ça nous a donné le temps de regarder notre stratégie et il ne faut pas oublier que c'était la première fois qu'on se lançait dans une politique aussi importante telle une cabale pour la commission scolaire. On était en majorité dans le comité d'élection. Qui sont? Les femmes. On était des mères de famille. Initialement, les gens qui ont formé le premier comité. Et c'est drôle, c'est étonnant à voir comment les femmes étaient prêtes à fonctionner. L'organisation de la papeterie, la liste des électeurs, la liste de la cabale par téléphone. À ce moment-là, il y a beaucoup de femmes qui m'ont approché et m'ont dit « Écoute, j'aime bien ce que tu fais, je t'appuie, mais je me sens pas assez, j'ai pas assez de confiance. Peut-être que ça serait pas tellement bien vu si je faisais du cabalage de porte en porte, mais je veux t'offrir mon appui. » Et ces femmes-là m'invitaient à laisser mes enfants là. Elles offraient leur garderie pour me faciliter de me déplacer. Et j'ai trouvé ça extrêmement... pour moi, c'était leur façon de témoigner de leur solidarité. C'est un geste de solidarité. Oui. Et puis, on oublie que quand la femme est à l'extérieur, prenons cette circonstance, qu'il te reste quand même à faire ton lavage et l'élevage des enfants, le travail domestique, et les femmes m'aidaient beaucoup dans ce domaine-là. Les femmes vous aidaient beaucoup, oui, bon. Mais vous disiez tantôt qu'elles étaient un peu timides à se présenter elles-mêmes parce que, pour telle et telle raison, là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, comment dire, inviter les femmes davantage à aller plus loin dans leur implication? Mais je pense que, surtout dans notre milieu rural à Lorette, poser ce geste-là, se présenter à la commission scolaire, a suscité chez les femmes un certain événement, une prise de conscience à dire que si elle est capable, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être capables aussi. Je peux clairement dire aujourd'hui que j'ai perdu des votes parce que j'étais une femme. Que traditionnellement, dans le milieu franco-manitobain, une femme devrait pas parler trop fort. Mais on a démontré que ça ne nous gêne pas quand même. On va l'essayer. Si c'est pas moi, dans 2 ans, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Dites-moi, Michel, vous êtes en train de former également à Lorette un comité local du mouvement Développement épais. Quel lien faites-vous avec l'éducation? Dans mon foyer, avec mes enfants, j'essaie de leur montrer une prise de conscience qui est plutôt globale que restreinte. Et pour moi, le tiers-monde, c'est un problème énorme, comme pratiquante dans ma foi. Et à ce moment-ci, lorsqu'on prépare le carême, on veut sensibiliser les gens au partage. Et pour moi, l'avenue de développement épais est une façon de réconcilier l'énorme problème que la bourgeoisie nord-américaine a à faire face avec la pauvreté du tiers-monde. Et de cette façon-ci, j'espère qu'en commençant un noyau de développement épais à Lorette, on pourra s'élargir un peu plus sur ce domaine-là. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de chances de pouvoir en former un? Ah oui, on assistera en fin de semaine à une première rencontre diocésaine et ça va aller de soi, ça va bien marcher. Parce que ça demande encore beaucoup d'implication. Oui, c'est ça. Et puis, est-ce que c'est des femmes qui s'impliqueront ou s'il y a autant d'hommes que de femmes? Le mouvement développement épais préfère que ce soit des couples. À ce moment-ci, je pense qu'on va commencer avec 3 couples à Lorette, qui est très bien parce que là, il y a un partage d'opinion des deux et ça donne l'occasion de l'homme et la femme de sortir ensemble pour un but commun. Oui. C'est bien. Oui. Dites-moi, vous me disiez un peu plus tôt, en début de journée, que vous avez fait votre apprentissage féministe à la maison en élevant 2 enfants ou entre 2 accouchements. Quelles sont les femmes qui vous ont marqué? Quelles sont les femmes, oui, mais les lectures féministes qui vous ont le plus marqué? Je vis en Amérique du Nord, donc j'ai beaucoup consommé la lecture féministe américaine, donc Kate Millett, Betty Friedan, Gloria Steinem. J'ai aussi lu du Germaine Greer. J'ai
commencé à un moment Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, mais je trouvais ça un peu lourd. Et je pense que j'aurais avantage d'y retourner. Ce qui a aidé beaucoup lorsque j'étais à la maison avec les tout petits, c'était l'émission de Femmes d'aujourd'hui, dans le temps de Hélène Desjardins. Desjardins. Oui, une certaine... c'était de l'information bonne et saine et qui visait vraiment à l'épanouissement politique des femmes. Je veux aussi admettre à ce moment-ci que j'ai eu une formation spéciale lorsque j'étais à l'école. On avait des femmes, des religieuses qui savaient comment diriger une école et qui se prêtaient au développement culturel et l'épanouissement de l'enfant, de l'éducation totale. Et c'est un peu grâce à eux que je suis capable d'entamer certaines responsabilités aujourd'hui. Il ne faut pas les oublier. Une dernière question, Michel. J'aimerais que vous nous disiez quel conseil vous donneriez à une franco-manitobaine, parce que vous êtes femme et vous êtes aussi franco-manitobaine, c'est-à-dire minoritaire dans une province anglophone. Quel conseil vous donneriez à une franco-manitobaine pour qu'elle s'implique davantage dans sa communauté? La femme franco-manitobaine est doublement minoritaire. Premièrement, elle est franco-manitobaine dans un milieu extrêmement anglicisé. Et deuxièmement, elle est femme. Et on sait que même si on est à peu près au même montant de population que les hommes, que notre pouvoir est très, très limité. Et je dirais à ces femmes-là, ne cherchez pas à défoncer les portes au travail ou dans une organisation en dehors de votre milieu. Fréquentez les organisations dans votre milieu. Si quelqu'un vous appelle pour siéger sur le comité de la Ligue, ou le comité culturel, ou le comité de parents, ou même au centre créatif, n'ayez pas peur, n'hésitez pas et pensez pas qu'on va vous demander la mer à boire. Commencez avec des petites tâches et c'est surprenant combien de confiance qu'on développe en soi lorsqu'on a bien réussi quelque chose que les gens nous ont demandé. Et de là, je pense que la porte est ouverte. La femme ne devrait pas hésiter de continuer plus loin son acheminement. Il faut qu'elle ait son mot à dire. Elle a autant droit que n'importe qui à se prononcer sur l'avenir de que ce soit son village ou de l'école de ses enfants, ou même au niveau provincial. Qu'est-ce qui se passe présentement pour le Bill 115, pour les amendements au service de langue française? Les femmes doivent dire qu'est-ce qu'elles pensent de ça aussi. Je dirais à la femme franco-manitobaine, réveille-toi et n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu as apporté à ton milieu est aussi enrichissant que n'importe qui d'autre. Ça demande beaucoup de conviction, d'engagement. Oui, mais je pense qu'on est arrivé à une évolution dans notre milieu que la femme ne devrait plus se permettre, c'est pas nécessairement un luxe, mais le manque de... Il ne faut pas que la femme se permette de dire, ben, c'est pas le temps que je le fasse ou je vais laisser quelqu'un d'autre le faire. Si tu as quelque chose qui bouillonne dans toi, si tu as une pensée claire, énonce-la et les autres vont peut-être se rendre compte que qu'est-ce que tu dis fait du sens. Merci beaucoup, Michel. Bienvenue.